Bienvenue à Pampelune, la ville qui a inspiré l'un des plus grands écrivains du XXe siècle, Ernest Hemingway. Tout comme lui, laissez-vous envoûter par l'atmosphère enivrante de cette cité chargée d'histoire et de tradition. Nous plongerons dans les ruelles pavées où l'écrivain a trouvé l'inspiration pour son œuvre emblématique, Le soleil se lève aussi. De ses célèbres ferias, ces fameuses fêtes taurines qui se déroulent chaque année du 6 au 14 juillet, aux bars animés où il aimait déguster un verre de vin local, l'héritage d'Hemingway reste vivant dans chaque coin de cette ville, empreinte de charme. Et après avoir exploré les rues chargées d'histoire de Pampelune, nous terminerons notre journée vers une autre destination emblématique du Pays basque espagnol, Donostia-Saint-Sébastien. Mais pour l'instant, place à Pampelune, où nous découvrons le Puente de la Magdalena, le plus important des 4 ponts médiévaux de la ville, avant de nous rendre vers le centre-ville pour un petit déjeuner. Le centre-ville est un petit labyrinthe de rues étroites et sinueuses, bordé de bâtiments médiévaux bien conservés. Pampelune étant une étape clé sur le chemin de pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, de nombreux pèlerins sillonnent les rues de la ville, et on peut y voir les coquilles Saint-Jacques, éléments symboliques souvent utilisés pour indiquer les chemins ou les routes de pèlerinage menant à Saint-Jacques-de-Compostelle. Nous passons devant l'hôtel de ville avec sa façade baroque colorée, qui est connu pour être le coup d'envoi du Chupinazo, qui marque chaque année le début des fêtes de Saint-Fermin, la fameuse course de taureaux dans les rues de la ville. Les rues du centre-ville sont souvent bordées de bâtiments aux façades colorées avec des balcons en fer forgé, caractéristiques de l'architecture espagnole. Certains bâtiments historiques peuvent également présenter des détails architecturaux élaborés. Nous arrivons sur la Plaza Castillo, cœur de la ville et espace préféré de la plupart des habitants de Pampelune. Cette place représente la transition entre la vieille ville et la ville moderne. Et c'est sur cette place que nous allons prendre notre petit déjeuner, et pas n'importe où, puisqu'il s'agit du café Iruña, le lieu de prédilection du romancier. Le café Iruña est très touristique, mais nous sommes heureux d'y être, heureux de découvrir cet établissement, devenu le camp de base dans le roman, où les personnages viennent chaque jour dans cet établissement historique. C'était un lieu de rencontre populaire des intellectuels, artistes et figures influentes de la ville. C'est aussi l'établissement qui a été le premier bâtiment de la ville à avoir alimenté en électricité. Le bar a été inauguré en juillet 1888 et au début du XXe siècle, il a été repensé dans le style Art Nouveau. Et aujourd'hui encore, il conserve sa même décoration de l'époque. Nous avons le sentiment d'être en contact avec l'histoire littéraire. Et pour citer Hemingway, nous avons pris un café à l'Iruña, assis dans de confortables fauteuils en osier, face à la fraîcheur de l'arcade de la Grande Place. Après ce petit déjeuner typiquement espagnol, nous découvrons la place, entourée de bâtiments majestueux, avec des établissements aussi mythiques que l'hôtel de la Perla, datant de 1859, le plus vieux de Navarre, également fréquenté à l'époque par Hemingway. La place du château porte ce nom, puisqu'en 1308 a été construit un château. Vers 1590, avec la construction de la citadelle que nous allons bientôt découvrir, le château est démoli. La place servira d'arène dès le XVIIIe siècle. Une fontaine y sera construite, dont il ne reste aujourd'hui que la statue. Et enfin, en 1943, le kiosque à musique sera construit. Il est souvent un point de rassemblement pour les habitants et les visiteurs de la ville,
offrant un endroit ombragé pour se reposer et se détendre. C'est le premier endroit dans la ville qu'Ernest Hemingway a visité lorsqu'il est arrivé avec sa femme Hadley Richardson le 6 juillet 1923. Nous poursuivons notre visite de la ville, découvrant de vieux bâtiments, la statue de Charles III, le somptueux siège des institutions provinciales de style néoclassique, datant du XIXe siècle, et le théâtre municipal, qui présente des productions nationales et internationales, ainsi que des représentations d'artistes et de compagnies de théâtre locales. Tout comme Jake Barnes dans le fameux roman d'Hemingway. Après avoir fait une promenade dans Pampelune, nous tombons sur la cathédrale de Santa Maria. Et comme l'auteur l'aurait dit dans son livre, au bout de la rue, nous avons vu la cathédrale et nous nous sommes dirigés vers elle. La cathédrale actuelle est un temple gothique qui a été construit suite à l'effondrement de la cathédrale romane en 1389. Sa façade est de style néoclassique et a été érigée entre 1784 et 1800. Une chose est sûre, elle est plutôt atypique. Ses colonnes extérieures sont imposantes et la distinguent d'une église traditionnelle. À l'intérieur, la sobriété des nervures, les grandes surfaces de murs nus, donnent l'aspect dépouillé du gothique navarrais. Devant la grille ouvragée, qui ferme le sanctuaire, se dresse le tombeau en albâtre commandé en 1416 par le roi Charles III, fondateur de la cathédrale, pour lui-même et son épouse Éléonore. Mais le clou du spectacle se trouve un peu plus loin. Car contre toute attente, l'église possède un magnifique cloître situé à l'intérieur du complexe de la cathédrale. Il est extrêmement bien conservé. Le cloître est le joyau de la cathédrale de Pampelune et une bonne représentation du style gothique. Il sert d'espace calme pour la contemplation et la réflexion. Il présente des colonnes élancées, des traceries complexes et des sculptures ornées, caractéristiques de l'architecture gothique. Il est souvent plébiscité pour son design élégant et la qualité de son artisanat, ce qui en fait une attraction incontournable pour les visiteurs intéressés par l'architecture médiévale et l'histoire. Le cloître de la cathédrale de Pampelune a été construit un siècle avant l'église elle-même, entre la fin du XIIIe et le milieu du XIVe siècle. Et nous sommes face à l'un des meilleurs cloîtres gothiques de toute l'Europe. La tranquillité que l'on ressent en parcourant ses quatre côtés n'a rien à envier à celle dont jouissaient les municipalités du Moyen-Âge. En marchant sur un tapis d'acier qui sert de guide avec ses dates et moments historiques, nous voyageons à travers l'histoire de l'Occident, depuis l'Antiquité classique jusqu'à nos jours. Les œuvres d'art religieux marquent le passage du temps, les changements de goût, ou directement les changements dans la liturgie. On aperçoit aussi le réfectoire, qui servait également de salle de réunion royale et de lieu de culte. À l'intérieur du complexe, derrière le cloître, nous découvrons des ateliers de vitraux, nous offrant une compréhension plus profonde de l'art et de l'artisanat impliqués dans la création de ces chefs-d'œuvre colorés. Nous sortons de l'église et nous dirigeons vers la Plaza de Toros et ses célèbres arènes, construites en 1922, pouvant accueillir 19 000 personnes.
Ici encore, nous retrouvons les traces d'Hemingway avec cette statue disposée aux abords des arènes. La visite démarre de façon originale, puisque l'on nous projette un film sur les 3 murs situés devant nous, retraçant l'histoire et le déroulé de cette fameuse course dans les rues de Pampelune. Cette projection nous permet de nous faire ressentir ce qu'est une course de taureaux au milieu de la ville. Chaque année, Pampelune attire désormais environ 1 million de visiteurs pour la fête de Saint-Fermin, 5 fois plus que le nombre d'habitants. Et s'il y a une statue d'Hemingway devant les arènes, c'est parce que dans son roman Le Soleil se lève aussi, il a fictionnalisé ses propres voyages avec un groupe d'amis à travers le Pays basque. L'action principale du roman se déroule autour de la fête de Pampelune. Hemingway fait vivre son amour de la corrida et de Saint-Fermin pour un public peu habitué à de telles traditions. Avec des millions d'exemplaires vendus et une adaptation cinématographique en 1957 avec Tyrone Power, Ava Gardner et Errol Flynn, la popularité internationale de Saint-Fermin a augmenté. Hemingway a d'ailleurs osé participer aux corridas lors des festivités de 1924. Et c'est dans cette arène que nous visitons que se termine la course. On peut d'ailleurs découvrir une carte qui reproduit le parcours de la course des taureaux, où les hommes vêtus de blancs et de rouges tentent de les éviter. Nous prenons maintenant la direction de la citadelle et passons par le parc des Aranzadi pour y admirer les murailles de Pampelune, un joyau de la Renaissance. Elles sont d'ailleurs très bien conservées, et ce sur 5 km. On imagine alors toutes les batailles et tous les sièges auxquels elles ont assisté depuis le XVIe siècle, lorsque Pampelune est devenue un avant-poste de la couronne castillane face à la France. Et malgré tout, elles sont toujours là, aussi imposantes. Il n'est donc pas étonnant que ces murailles aient été déclarées monument national. Et actuellement, on s'y promène et profitons des vues panoramiques sur le parcours qui longe la vieille-ville et les jardins de la Taconera. Notre promenade conduit ainsi à la citadelle, autre icône de la ville. Classée monument national, elle est considérée comme l'un des meilleurs exemples d'architecture militaire de la Renaissance espagnole. Sa construction a été ordonnée par Philippe II d'Espagne en 1571.
Et pour nous qui avons déjà découvert lors de nos visites de nombreuses citadelles portant la signature de Vauban, ce fameux ingénieur militaire de France sous Louis XIV, on ne peut que penser à lui lorsqu'on observe son architecture. Et effectivement, ce renforcement a été réalisé sur la base du projet de Juan de Ledesma, suivant le système polyurcétique connu sous le nom de Vauban. Nous nous promenons dans le parc et découvrons la porte du Socorro, érigée en 1689, peu après le Ravelin, et elle servait à protéger l'accès à la ville. La contre-garde de Santa Isabel était le premier contrôle d'accès pour les attelages venant de la campagne à leur entrée dans la citadelle. Si on compte ce premier contrôle, les visiteurs devaient traverser 6 ponts pour pénétrer dans la citadelle, 3 ponts fixes, 2 levis, et le dernier, basculant, qui permettait l'accès à la 3e et dernière porte. À l'extérieur de la forteresse, on peut se promener dans un parc immense qui s'avère être très agréable, aussi bien en bordure des fossés que du côté de la Vuelta del Castillo. Nous partons maintenant en direction d'un dernier parc avant de nous rendre à Donostia Saint-Sébastien. Il s'agit du parc Nyamaguchi. Grand jardin oriental qui rend hommage aux 4 saisons et à la ville japonaise de Yamaguchi, jumelée à Pampelune. Ici, l'art fusionne avec les plantes, les arbres, les maisonnettes, les ponts et les cascades. Et si vous avez le temps, juste à côté, se trouve le planétarium de Pampelune, avec son grand dôme et son jardin de la galaxie, qui est une réplique végétale à l'échelle de la Voie lactée, qui a guidé pendant des siècles les pèlerins sur leur chemin vers Compostelle. Ce ne sera pas pour nous aujourd'hui, car pas de temps. Mais si vous y êtes allé, n'hésitez pas à partager votre retour d'expérience dans les commentaires. Nous quittons maintenant Pampelune, et après une bonne heure de route, nous arrivons enfin à Donostia San Sebastian. Mais ça sera pour le prochain épisode, alors si vous ne souhaitez pas manquer notre épisode sur San Sebastian, abonnez-vous et activez la cloche. À bientôt pour de nouvelles découvertes.